Dans cet épisode, on plonge dans l'univers fascinant de la diversification alimentaire des tout-petits, un sujet qui soulève souvent beaucoup de questions chez les parents. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julie, fondatrice de Amstouille. Son équipe, composée de 16 diététiciennes spécialisées en nutrition pédiatrique et d'une sage-femme consultante en lactation, accompagne les familles avec bienveillance et expertise. On va explorer ensemble les bases pour bien débuter la diversification, les signes que bébé est prêt, la différence entre DME et purée, la gestion des allergènes, la sécurité alimentaire et bien d'autres aspects pratiques pour accompagner bébé en douceur dans cette grande étape. Bonjour Julie, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Peux-tu nous raconter un peu ton histoire? Comment est née l'idée de Hamsoui et quel chemin t'a mené jusqu'ici? Bonjour, alors moi du coup c'est Julie, je suis docteure en nutrition. Je travaillais avant dans un labo pharma privé et puis je suis devenue maman. Je me suis vite retrouvée toute seule avec mes problèmes et mon petit bébé qui avait beaucoup de reflux, qui ne prenait pas son biberon correctement. Et ça a été beaucoup de stress. J'ai vu plusieurs professionnels de santé à ce sujet et je n'arrivais pas à trouver de réponse qui arrange la situation. On n'avait pas de solution. J'ai donc commencé à chercher par moi-même des réponses. Voilà, j'étais docteur en nutrition, donc je savais chercher les articles scientifiques et j'ai eu la chance de pouvoir trouver des infos, des pistes à explorer. Et en fait, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de créer d'abord un outil pour les familles, pour leur permettre d'avoir les infos vraiment en temps réel, de ne pas avoir à chercher partout sur Internet quand on a un souci avec son bébé, puisque c'est ce que j'ai fait moi et je me suis rendu compte qu'il y avait des infos partout, mais des infos contradictoires, pas forcément justes, pas forcément à jour par rapport aux dernières recommandations. Et c'est de là qu'est née vraiment l'histoire Amstouille. Et puis après, en fait, en travaillant sur le projet, j'ai rencontré 2 diététiciennes pédiatriques sur les réseaux sociaux qui faisaient un peu le même travail que moi finalement, mais chacune de son côté. Donc on a décidé d'y aller à plusieurs et de faire quelque chose de plus complet et de faire vraiment un accompagnement pour les familles avec non seulement une partie théorique, donc sous forme de blog et autres, mais aussi avec une partie vraiment pratique, avec un accompagnement avec de vrais professionnels de santé formés sur le sujet, pour aider les familles du coup de A à Z, sur la diversification alimentaire entre autres. Waouh, ton parcours est passionnant et c'est vrai qu'en tant que parent, on peut vite se sentir perdu face à toutes les informations qui circulent sur la diversification alimentaire entre les recommandations officielles, les conseils des proches et tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours évident de savoir quand et comment commencer, enfin de faire le tri quoi. On entend souvent qu'il faut attendre 6 mois avant d'introduire les aliments solides, mais certains pédiatres recommandent plutôt de commencer dès 4 mois. Donc ma question est pourquoi l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, conseille-t-elle d'attendre 6 mois? Est-ce une règle stricte ou y a-t-il une certaine flexibilité? OK, en fait, l'OMS s'adresse à tous les pays du monde, y compris des pays où les conditions sanitaires ne sont pas excellentes. Et en fait, il faut savoir que les besoins nutritionnels du bébé, ils sont nuls à jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire que bébé n'a besoin de rien d'autre que de son lait maternel ou infantile jusqu'à 6 mois. Et comme les conditions sanitaires ne sont pas excellentes dans certains pays, l'OMS ne peut pas prendre de risques et inciter les populations à venir, par exemple, cuisiner avec de l'eau qui n'est pas potable, alors que le bébé n'a pas de besoin nutritionnel. Donc c'est vrai que ces recos, elles sont mondiales. D'accord, donc ce n'est pas vraiment une question d'âge, mais aussi, de développement, physiologique et c'est vrai que chaque bébé, évolue à son propre rythme, quoi Tout à fait. et certains semblent très intéressés par la nourriture dès 5 mois et alors que d'autres n'ont aucun intérêt jusqu'à bien plus tard et comment savoir, si un bébé est vraiment prêt à commencer, la diversification alimentaire? Quels sont les signes à observer? Alors nous, on conseille, de tendre la cuillère à bébé et de voir ce qui se passe. Un bébé qui va naturellement mettre la cuillère à la bouche est un bébé qui est prêt.
Si bébé ne porte pas à la bouche, c'est qu'a priori, il n'est pas prêt ou qu'il n'a pas envie de manger ce type d'aliment à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, en tendant la cuillère à bébé sans mettre nous-mêmes dans la bouche de l'enfant, on ne peut pas créer de blocage particulier. Donc voilà, ça permet, ben, d'inciter bébé et d'attendre qu'il soit réellement prêt. Quand il met vraiment à la bouche, on peut vraiment démarrer au quotidien, tous les jours, vraiment proposer quelque chose. C'est qu'a priori, bébé est prêt. OK, bah, super intéressant. Hem, moi j'avais pensé, enfin ce que j'avais lu, mais peut-être, c'est faux, je ne sais pas, mais qu'il y a souvent, genre, 3 signes, à observer. Par exemple que bébé sait bien tenir sa tête et reste assis avec un bon maintien du tronc et qu'il manifeste, ben, un vrai intérêt pour la nourriture. À partir de 4 5 mois, ben, le bébé prend tout en fait, il veut tout prendre dans la bouche, il veut tout, ouais, il veut jouer avec quoi. Il commence vraiment à observer qu'il peut utiliser ses mains. Faire la différence entre ça et vraiment avoir envie de manger, En donc fait, vraiment les bébés, l'intérêt. disons que oui, il y a des signes, mais qui sont plus ou moins visibles chez les différents enfants, donc ça peut être difficile pour les familles d'attendre deux, trois signes. Et le truc, en fait, c'est que les bébés, de toute façon, sont dans de la découverte jusqu'à 1 an à peu près. Donc, de toute façon, ce que tu décris, si tu as envie de porter à la bouche pour tester, on va l'avoir jusqu'à finalement au moins 8 9 mois et pour la plupart des enfants jusqu'à 1 an. Donc, en fait, ça fait partie de la découverte alimentaire. Le bébé qui n'est pas vraiment prêt au niveau de la bouche ne mettra pas un aliment dans la bouche. Il peut mettre une cuillère vide dans la bouche, mais il ne mettra pas d'aliment sur la cuillère dans sa bouche si jamais il n'est pas vraiment prêt. OK, super intéressant. Donc là, ce que tu parles, c'est vraiment, ce réflexe, d'extrusion, non? Il me semble. En fait, on a des bébés qui portent à la bouche et qui ont encore le réflexe d'extrusion, c'est-à-dire qu'en fait, ils poussent les aliments avec leur langue vers Mmh. l'extérieur. C'est pas un problème si on ne fait pas de force et qu'on le fait pas à leur place, parce qu'en fait, ils vont le tester, peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est encore trop tôt, ils feront une pause et puis ils y reviendront la semaine d'après un petit peu et ainsi de suite. Un peu comme quand l'enfant se met debout pour marcher, parfois il va tomber plusieurs fois la même journée, il va arrêter, faire une vraie pause de 2 3 semaines et y revenir plus tard. En fait, c'est pareil sur l'alimentation, il faut qu'il teste et qu'il voit ce qui se passe réellement dans sa bouche parce qu'on a des enfants qui ont envie, justement, mais qui en fait, dans la bouche, c'est pas encore prêt et quand ils testent, ils voient que c'est pas correct et du coup, ils attendent un petit peu pour recommencer. C'est pour ça que c'est important, en fait, de laisser l'enfant faire et de pas déterminer ni une date à sa place, ni même qu'à partir du moment où il le met dans la bouche une fois, il doit le faire tous les jours derrière. En fait, notre rôle à nous, c'est d'accompagner l'enfant, de proposer et de le laisser faire et il fera justement à son rythme progressivement. Trop bien. Et parlons justement de la méthode, DME qui est de plus en plus populaire quand même. Quelles sont les différences entre la DME et la méthode, traditionnelle des purées et peut-on les combiner ou faut-il choisir l'une ou l'autre? Alors, en fait, il y a pas de méthode, je dirais, parfaite, ou qui est OK pour tous les bébés. Je dirais plutôt qu'il y a des grands principes. J'aime pas, enfermer, les bébés dans une case ou dans une autre parce que, ben, chaque enfant est vraiment différent. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'entre 4 et 6 mois, les bébés sont uniquement capables de manger des purées lisses à la cuillère. Donc un enfant qui est prêt entre 4 et 6 mois, qui a vraiment envie d'essayer, on ne pourra pas lui proposer de morceaux de toute façon. Donc on sera obligé de passer par la case purée. On sait aussi qu'à partir de 6 mois, la majorité des bébés, arrivent à se tenir bien assis dans une chaise quand, ils ont le bassin bien maintenu dans la chaise et qu'à partir de ce moment-là, ils sont capables de manger seuls des morceaux avec leurs mains. Donc ce qu'on appelle les finger food ou par abus de langage, la DME, diversification menée par l'enfant. Donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à proposer des aliments adaptés sous forme de morceaux à son bébé. Mais même quand on fait des morceaux à partir de 6 mois, il y a plein d'aliments qu'on ne peut pas donner encore sous forme de morceaux et on aura besoin de la case purée de toute façon. Les besoins nutritionnels à 6 mois, en plus du lait, ils sont surtout au niveau du fer et des acides gras essentiels. Le fer, on va les trouver dans les protéines, donc viande, poisson, œufs, légumineuses principalement. Et ce sont des aliments qu'on ne peut pas proposer sous forme de morceaux à bébé à 6 mois parce qu'il n'est juste pas capable de les mastiquer en fait. C'est trop dur, voire même ce sont des aliments à haut risque d'étouffement comme les pois chiches, parce que ce sont des petits aliments ronds et durs, lisses. Donc de toute façon, ces aliments-là, on va devoir les proposer en purée. Donc oui, on peut mélanger les 2 «méthodes» entre guillemets et je dirais même que c'est essentiel.
En revanche, ce qu'on ne va pas conseiller, c'est, de faire, voilà, que des morceaux parce que là, on voit qu'il y a un manque nutritionnel pour, certains, enfants et même la majorité et on va aussi déconseiller de changer la texture des purées comme ça se faisait beaucoup avant justement avec la méthode traditionnelle, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait cette méthode-là, elle ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui ne gèrent pas correctement les textures grumeleuses ou avec petits morceaux à l'intérieur et qui, n'arrivent plus à manger à partir du moment où on change la texture des purées. Donc aujourd'hui, on conseille plutôt de rester sur des purées lisses et à côté de proposer de vrais morceaux type DME, à l'enfant et en fait, petit à petit, l'enfant va apprendre à mastiquer, il n'aura plus besoin de ces purées quand il saura tout mastiquer sous forme de morceaux. Mais tant qu'il ne mastique pas le poulet, ben, avec ses dents correctement, ben, il a besoin du poulet sous forme mixée ou dans des recettes, donc de toute façon, ce ne sera pas tout en morceaux au départ. OK, bah, trop bien, super intéressant. C'est rassurant de savoir qu'on peut très bien varier les méthodes et de toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, tant que bébé mange équilibré, des protéines, des fibres et cetera, c'est l'essentiel. Maintenant que nous avons vu quand et comment démarrer la diversification, passons aux aliments eux-mêmes. Quels sont les aliments à privilégier lorsqu'on commence la diversification alimentaire? Alors, je dirais que ça dépend de l'âge justement auquel on commence. Si on démarre avant 6 mois, il y a pas de besoin nutritionnel, donc le plus simple, le plus digeste, ça va être, les aliments, type fruits et légumes cuits. On peut aussi en profiter pour introduire les premiers allergènes et à partir de 6 mois, là par contre, il y a vraiment des besoins nutritionnels sur les différentes classes alimentaires. Donc là, on va pouvoir commencer à introduire tout le reste et notamment des protéines, la matière grasse et cetera. Donc, si on veut y aller par étapes et je dirais, progressivement, on peut commencer par fruits et légumes et à partir de 6 mois, rajouter protéines, matières grasses et les féculents, voilà. Même si les féculents ne sont pas vraiment nécessaires tant que l'enfant ne se déplace pas, on peut commencer à les introduire. En tout cas, c'est les derniers qui vont arriver, dans l'ordre, on va dire, par rapport aux besoins nutritionnels de l'enfant. Mais là encore, ça dépend des enfants. On a des enfants qui se mettent à 4 pattes et qui avancent toute la journée à 6 mois, auquel cas il faudra des féculents dès le départ. Mais généralement, on est plutôt sur fruits et légumes, puis on ajoute protéines, matières grasses, puis on ajoute les féculents un petit peu plus tard. Intéressant. Je sais que tu l'avais mentionné avant, mais par rapport au jaune d'œuf, moi j'avais introduit quand même assez rapidement, je dois dire. Et il a pas eu, de soucis, enfin pas en forme de purée du coup, je veux dire. En fait, j'ai fait comme une sorte d'omelette, mais sans le blanc d'œuf, parce que le blanc d'œuf, c'est un allergène, du coup je l'ai introduit quand même un peu plus tard. Et voilà, j'ai juste, genre mixé un peu, un blanc d'œuf et je l'ai mis sur la poêle. Du coup, ça fait vraiment comme un finger food en fait et ça a bien marché. L'œuf fait partie effectivement des allergènes majeurs, donc ça fait partie des aliments qu'on doit introduire rapidement. Aujourd'hui, on Mmh. conseille d'introduire les allergènes le plus rapidement possible. On conseille plus de séparer le blanc du jaune, on essaye de faire, un œuf entier, c'est tout à fait OK. Le plus simple, je dirais, c'est de faire cuire un œuf dur et de le mixer en fait dans un peu de légumes pour faire une crème d'œuf finalement. Mmh. On va donner en toute petite quantité au début et après on va augmenter progressivement les quantités. Mais effectivement, au niveau des allergènes, il va falloir introduire l'œuf, qui fait partie des allergènes les plus fréquents chez les bébés et aussi tout ce qui va être arachides et fruits à coque, donc avec au moins cacahuètes, noisettes, amandes et cajou, qui sont les 4 principaux, je dirais, où on retrouve, une majorité de protéines allergènes à l'intérieur. Donc effectivement, ça, on peut l'introduire dès le départ, dès 4 mois et après il faudra continuer avec les autres allergènes, type poisson, fruits de mer, le blé et cetera. Et comment tu l'introduis du coup, c'est l'amande, cajou et tout ça, plutôt en forme de purée j'imagine ou? Oui, tout à fait. Le plus simple, c'est la purée de supermarché ou magasin bio, qui a déjà été mixée par l'industriel, qui est bien lisse. Bien sûr, il faut choisir un pot où il y a que l'oléagineux, pas de sucre, de sel ajouté, tout ça. Mais vraiment la liste des ingrédients de petits pois amandes, par exemple. Donc ça, le plus simple, c'est ça, d'acheter les 4 pots et de tester. Après, il y a des parents qui préfèrent, acheter les oléagineux entiers, les mixer, en poudre et ajouter un petit peu dans la compote, par exemple. Voilà, mais le plus simple, c'est vraiment la La purée purée. d'oléagineux, directement, en toute petite quantité au départ. Et quels sont les aliments à éviter, surtout, au début de la diversification? Alors, en fait, les seuls aliments vraiment à éviter, ça va être les aliments qui sont dangereux d'un point de vue sanitaire, donc tout ce qui va être, lait cru, ou fromage au lait cru non pasteurisé. Ça va être tout ce qui est, miel aussi, ça va être, les fruits de mer et poissons, mal cuits ou crus et les viandes mal cuites ou crues aussi, en fait. Ce sont des aliments qui sont dangereux d'un point de vue sanitaire et l'œuf cru aussi ou mal cuit. Donc en fait, c'est vraiment tout ce qui va être aussi déconseillé à la femme enceinte, c'est pareil,
avec le miel en plus pour les tout petits. Ça, c'est vraiment dangereux, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un risque au niveau des toxi-infections et qui peuvent être très graves chez les tout petits. Donc ça, on n'en propose jamais. En revanche, tout le reste peut être proposé théoriquement sans danger immédiat. En revanche, on sait que si on propose du sucre ajouté ou du sel ajouté aux enfants, ça peut avoir un impact sur leur santé à court, moyen ou long terme. Donc aujourd'hui, c'est aussi déconseillé dans l'alimentation du tout petit et de l'adulte en général. Il faut limiter ces deux aliments-là. Peut-être aussi les pommes crues, non? Enfin ça c'est assez compliqué, Mmh mh. Mmh. Mmh. Et je crois que j'avais une fois écouté, justement un épisode de podcast à ce sujet, les aliments à éviter et cetera, et ils avaient mentionné les hot dogs, les saucisses, parce qu'ils ont exactement genre, la taille, pour enfin, à haut risque d'étouffement, quoi. Oui, Je les crois que enfin, knackis, mais effectivement, ça fait partie des aliments dont on parle nous jamais parce que ça c'est pas un aliment sain et intéressant de toute façon pour bébé. Donc c'est vrai que c'est des aliments dont on parle pas, mais effectivement tout ce qui va être, les gâteaux apéritifs, toutes les petites saucisses, tout ça, il faut faire attention parce que ça fait partie des aliments qu'on retrouve aux urgences. et lorsqu'on parle de diversification, il est aussi, question de finger food, tu l'as déjà mentionné avant. Donc l'introduction des solides dans l'alimentation d'un bébé peut vite devenir un terrain d'inquiétude, surtout pour les parents qui ont peur que leur enfant s'étouffe. D'autant plus qu'il y a une grande différence entre la taille idéale pour un bébé qui débute et la taille qu'on pourrait donner à un enfant, plus âgé. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur la taille adéquate, des finger food pour un bébé qui commence, la diversification alimentaire? Donc en gros, plus c'est épais, mieux c'est. Et comment peut-on aider un bébé à appréhender, des textures un peu plus complexes, comme la viande et le poisson, tout en lui permettant de les découvrir à son rythme? Et un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, on l'a déjà mentionné, c'est l'introduction des allergènes. Comment peut-on introduire, des allergènes comme le beurre de cacahuète, ça tu l'as déjà un peu mentionné, ou le lait de vache ou voilà, tous ces allergènes en toute sécurité? En fait, on peut pas anticiper en amont s'il va y avoir une allergie ou pas, donc le principe, c'est qu'on les introduit doucement et de manière isolée. C'est-à-dire qu'on n'introduit pas en même temps la noisette et l'œuf, par exemple, parce que s'il y a une réaction allergique, on ne saura pas si c'est la noisette ou l'œuf qui est en cause.
Donc le jour où on décide de faire la noisette, on fait noisette pendant 3 jours d'affilée sans faire d'autres allergènes qu'on n'a pas déjà introduits et une fois qu'on a introduit la noisette et qu'on est OK avec la noisette, on peut passer sur le suivant et ainsi de suite. Donc vraiment, on conseille en général 3 jours d'affilée avec une toute petite quantité et après on peut augmenter progressivement et ce qui va être important, c'est non seulement de les proposer rapidement, mais aussi régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer à les reproposer régulièrement dans l'alimentation de l'enfant pour permettre, de maintenir une tolérance. Intéressant. Et il me semble, enfin, que le lait de vache, il peut perturber l'absorption en fer. Ouais. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses par rapport au kéfir? De commencer à introduire, par exemple, le lait, en forme de kéfir? Et comme tu l'avais mentionné brièvement, beaucoup de parents optent pour la purée par peur de risque, d'étouffement avec la DME. Comment faire, en fait, pour surmonter cette crainte? Est-ce que cette crainte est justifiée? Quels sont les aliments à surveiller ou à haut risque et comment s'assurer que son bébé mange en toute sécurité? Alors en fait, je crois que c'est normal d'avoir peur, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, régulièrement. Ce qu'on voit souvent, c'est que les parents qui ont peur sont des parents qui ne l'ont pas vu faire à côté d'eux, ou pas suffisamment et c'est pas quelque chose qui est ancré, en fait, dans nos mémoires puisqu'on a beaucoup été nourris à la cuillère, nous, petits, donc voilà, on n'a pas cette image-là. C'est important de comprendre que quand on est informé sur le sujet, on est souvent plus à l'aise. Donc on voit bien que les familles qu'on accompagne, qu'on forme, eh ben, elles sont beaucoup plus à l'aise que les familles qui n'ont jamais entendu parler de ça et c'est important, je pense, d'être vraiment informé correctement sur le sujet pour pas faire n'importe quoi parce qu'il y a vraiment des accidents qui arrivent. Effectivement, c'est important de connaître les aliments à haut risque d'étouffement qui peuvent se bloquer dans la trachée en cas de fausse route et de comprendre bien la différence entre le fameux gag réflexe ou réflexe nauséeux et l'étouffement qui sont 2 choses très différentes. Une fois qu'on s'est bien informé et qu'on a bien toutes les infos, en général, on arrive à se lancer assez facilement. On voit que bébé se débrouille bien et en général, ça nous rassure et on peut après continuer plus sereinement. Et je pense aussi, avant de démarrer la diversification alimentaire, de peut-être regarder vite fait une vidéo YouTube sur les premières aides au cas où, ça peut aussi rassurer. En tout cas, Oui, alors même j'irai plus loin que ça. En fait, on devrait tous avoir, une formation gestes de premier secours parce que, il y a ça et il y a d'autres, risques, à la maison avec des bébés et puis l'étouffement, il arrive pas qu'à table donc on peut, voilà, le bébé peut s'étouffer avec, un petit jeu d'un grand frère ou d'une grande sœur. Ça peut être vraiment dangereux donc de toute façon, il faut connaître les gestes de premier secours et notamment de désobstruction des voies respiratoires. Pour moi, c'est essentiel et pour avoir fait les 2, regarder sur internet plusieurs fois ou l'avoir fait sur un mannequin, c'est pas pareil et c'est vrai que quand on le fait avec un mannequin, on a vraiment le poids, du bébé, on se rend vraiment compte de ce qu'il va falloir faire, de la puissance qu'on va mettre dans l'étape et cetera. Donc je pense que c'est vraiment important de le faire et aujourd'hui, il y a plein d'organismes qui le proposent, même avec des ateliers gratuits dans plein de villes donc je pense que c'est vraiment essentiel pour tous les parents. et parlons désormais des bienfaits concrets de la DME. Au-delà de l'alimentation, cette méthode joue un rôle clé dans le développement sensoriel et moteur de l'enfant. Peux-tu nous en dire davantage? Alors, sur le développement moteur, je dirais qu'on voit de tout sur le terrain. Je
pense qu'il y a plein d'enfants qui font pas, enfin, qui n'ont pas beaucoup de propositions de morceaux et qui ont un développement moteur qui est correct. En revanche, sur le développement sensoriel, on voit vraiment la différence. Les enfants qui peuvent vraiment découvrir les aliments avec leurs 5 sens vont être beaucoup plus à l'aise avec l'alimentation par la suite. Ils auront un rapport à l'alimentation plus serein, plus simple, plus conscient et surtout, ils auront vraiment appris à découvrir et apprécier les différents aliments sous leurs 5 sens. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent vraiment la forme du brocoli, comment est-ce que quand on l'écrase, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait en bouche, l'odeur, le goût, etc. Et ça, c'est vraiment important pour enregistrer correctement un aliment et pouvoir le manger par la suite. Donc, on sait que les enfants qui découvrent bien les aliments, les différents aliments bruts entre 6 et 15-18 mois, ont moins de difficultés alimentaires par la suite parce qu'ils ont appris à les apprécier vraiment entiers, on va dire, et pas de manière limitante qu'avec des purées. Waouh, cette méthode présente vraiment, beaucoup de bienfaits et je pense, enfin, tu l'as aussi mentionné, mais ils sont moins sélectifs et cetera, Tout à fait. trop intéressant franchement et lorsqu'on commence la diversification, il est parfois difficile de savoir si son bébé mange assez. Mmh. Avec la DME, on est loin des repères, on va dire classiques, en grammes ou en cuillères et cela peut déstabiliser, certains parents. On peut vite se demander: «Est-ce qu'il mange trop peu? Est-ce suffisant pour bien grandir? Faut-il lui en proposer plus?» Ouais, c'est une crainte qu'on entend beaucoup, qu'on voit beaucoup tous les jours, qui est alimentée par les recommandations de beaucoup de professionnels de santé avec des grammages. Or, il n'existe aucune recommandation officielle sur le sujet. On n'a pas, d'infos là-dessus parce que tout simplement les enfants sont tous différents. On a des enfants qui se développent parfaitement bien en mangeant 30 grammes jusqu'à 1 an et d'autres qui ont vraiment besoin de plus. Donc c'est pour ça que c'est important de faire confiance à son bébé et notre rôle à nous est de proposer une assiette variée et de resservir à volonté. Et le rôle de l'enfant, c'est de manger selon ses propres besoins qu'il est vraiment le seul à connaître, qui vont varier d'un jour à l'autre et d'une période à une autre aussi. Un enfant qui va se mettre à marcher à 4 pattes va avoir beaucoup plus faim qu'un enfant qui reste sur son tapis à pas faire grand-chose. Donc il faut aussi suivre le développement du bébé. Donc c'est important de proposer de laisser bébé manger à sa faim. Je dirais que tant qu'on resserre aussi souvent que nécessaire, s'il y a pas de trouble alimentaire, c'est-à-dire s'il y a pas de problème pour l'enfant à manger, même si c'est des petites quantités, en général tout se passe bien. Et notre rôle, nous, c'est d'aller vérifier la courbe de poids avec le médecin tous les mois pour vérifier justement que le bébé continue à bien grandir, bien grossir. Si on voit que la courbe s'infléchit, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est d'ailleurs souvent un manque de lait, hein, en priorité. Mais en tout cas, il faut vérifier le lait et les apports dans l'assiette pour voir ce qui peut manquer, à bébé. Super intéressant et comme tu as dit, ouais, chaque enfant est différent Mmh. et je pense ce qui est important, c'est pas de pas se comparer, de pas Mmh. comparer avec, d'autres enfants Surtout et pas, de parce que toute c'est vraiment façon très différent. Mmh. ouais et de toute façon, le lait est de la source, prédominante, jusqu'à 1 an Oui, normalement du coup, voilà. tout à Et fait. maintenant qu'on a parlé, quantité, abordons une autre préoccupation, fréquente, le refus de certains aliments. C'est une situation que tous les parents, rencontrent à un moment donné. Bébé qui repousse une assiette ou jette, tout par terre, recrache ou refuse catégoriquement un aliment qu'il appréciait, la veille. Mmh. Faut-il insister, proposer autrement ou tout simplement attendre? Alors, en fait, déjà, il faut comprendre que pour qu'un enfant accepte certains aliments, il faut parfois jusqu'à 20 propositions. Donc, il faut continuer à proposer, ne pas se dire que l'enfant n'aime pas, ce n'est pas le cas. Juste ce jour-là, il n'a pas envie de cet aliment-là et c'est OK, c'est normal. Dans la première phase de diversification, le conseil, c'est de proposer, proposer, proposer le plus varié possible tous les jours et de laisser l'enfant gérer comme il peut, comme il veut. Après, à partir de 15-18 mois, il va y avoir ce que l'on appelle des phases d'hypersélectivité alimentaire. En général, vers 1 an, l'alimentation, elle se stabilise, on est content, on a un bébé qui mange de tout et du jour au lendemain, ce n'est plus le cas. Ça, c'est tout à fait normal et ça arrive chez tous les enfants, ça fait partie, du développement du comportement alimentaire. Ce sont des phases où les enfants vont refuser tout ce qu'ils ne connaissent pas bien ou qu'ils n'ont pas suffisamment l'habitude de manger. Donc c'est pas grave. Le meilleur conseil qu'on puisse donner aux familles, c'est de continuer à manger sainement avec plaisir devant l'enfant et de pas s'occuper de son assiette, en fait, finalement. Les phases d'hypersélectivité alimentaire, elles viennent comme elles sont parties, enfin c'est en fait, ça vient, ça part et c'est pas, lié à ce que nous on va faire. C'est lié au développement de l'enfant dans son cerveau petit à petit. Donc le mieux, c'est de continuer à servir des assiettes variées,
Bien sûr, c'est intéressant de servir quelque chose, tous les jours qu'on sait que l'enfant va manger parce que ça aide à lancer le repas. C'est bien d'avoir toujours un aliment «copain» entre guillemets avec les aliments qui sont moins copains. Ça va permettre à l'enfant, d'aller un petit peu plus facilement sur l'aliment qu'il a pas envie de goûter et puis surtout, ce qui est très important, c'est de manger avec plaisir ce même aliment devant l'enfant. Parce que quand la famille mange les aliments variés, les enfants y reviennent naturellement, mais il y a toujours des phases où ils sont plus ou moins sélectifs et c'est OK. On peut inciter légèrement l'enfant en proposant différemment. On peut faire des brochettes, on peut mettre du fromage sur un légume qui plaît pas, plein de choses comme ça. On peut dire: «Maman aime, regarde» et cetera pour inciter un petit peu, mais en général, quand on insiste trop, ça peut bloquer la situation. Donc vaut mieux, voilà, ne pas forcer, proposer de manière ludique éventuellement. On peut demander à l'enfant de se servir tout seul, de faire une assiette sympa, tout ça. On peut utiliser des assiettes rigolotes avec des dessins de bonhommes, de monstres et cetera dessus. Mais après, voilà, il faut laisser l'enfant faire son développement et ça sert à rien d'insister plus que ça. Forcer ou gronder, ça n'ira jamais bien dans le comportement alimentaire futur de l'enfant, donc on le déconseille fortement, même si des fois c'est très énervant en tant qu'adulte, parce qu'on veut bien faire en ayant préparé ce qu'il faut et en fait ça ne va pas, alors que la veille c'était parfait. Donc des fois c'est très énervant, mais en fait il faut arriver à lâcher prise pour laisser l'enfant finir son développement. Trop intéressant. En tout cas, moi, je suis totalement dans cette phase-là où mon fils, il est très sélectif. C'est vraiment du jour au lendemain. Parfois, il aime totalement le plat et après, le lendemain, il veut La plus. plus Mmh. Ouais. Ah, en tout cas, c'est Classique. rassurant, d'avoir ton opinion là-dessus. Et pour terminer, parlons des erreurs les plus courantes que l'on peut faire en débutant la DME. Entre les idées reçues, les maladresses et les inquiétudes légitimes, il est facile, de commettre quelques faux pas. Alors, quelles sont les erreurs à éviter pour que la diversification soit une expérience sereine et agréable, autant que pour le bébé que pour les parents? Eh ben, je dirais que ça rejoint, ce qu'on a dit précédemment. En fait, l'erreur à ne surtout pas commettre, c'est de remplacer le lait par les aliments et de miser sur les quantités plutôt que sur la qualité et la découverte alimentaire. Parce que quand on a trop peur que l'enfant ne prenne pas de poids, qu'il ne mange pas, on va forcer, faire à la place et en fait, on ne laisse pas le développement se faire correctement et derrière, on s'en mord les doigts parce que c'est beaucoup plus difficile pour l'enfant. Donc vraiment, ça, c'est le premier conseil que je peux donner, c'est on mise sur le lait et après on laisse l'enfant découvrir. C'est important, de quand même faire attention aux besoins nutritionnels de bébé, de vérifier que l'enfant mange régulièrement sa protéine, sa matière grasse pour avoir le fer, les acides gras essentiels qui sont vraiment, très importants, dont le fer qui est vraiment l'aliment le plus à risque au niveau des carences. Et une fois qu'on a ça et que, on laisse l'enfant faire, en général, tout se passe bien. Mais ça, c'est vraiment le point critique, je dirais, voilà, de qu'on voit beaucoup sur le terrain, des familles qui sont stressées, par la prise de poids et la prise alimentaire et qui forcent, hein, plutôt que de laisser l'enfant découvrir. Ça, pour moi, c'est le plus difficile derrière à rattraper. Ouais, merci beaucoup, pour cet échange, très enrichissant. L'objectif est vraiment de rendre ce moment de découverte, plaisant, sécuritaire et détendu, tant que pour le bébé que pour les parents. J'ai adoré, en tout cas, discuter de tous ces aspects, de la diversification alimentaire avec toi. Avant de nous quitter, j'aimerais encore, te poser une dernière question qui, j'en suis sûre, aidera beaucoup de parents qui nous écoutent. Si tu devais donner un seul conseil clé aux parents qui débutent la diversification alimentaire avec leur bébé, si tu devrais donner un seul conseil clé. Je dirais de se positionner en tant qu'accompagnant et pas faire à la place de l'enfant. Vraiment, exactement comme quand on accompagne un bébé qui se met à marcher. Quand l'enfant se met debout, il le fait tout seul un jour, on lui a pas demandé de le faire. On tend la main, on met un tapis, ben, en fait, c'est pareil pour l'alimentation. On sécurise, ce qu'on va proposer, avec des aliments sécuritaires et on aide bébé autant que nécessaire, mais on ne fait pas à sa place. Trop bien et je pense aussi, on l'a pas mentionné, avant, mais je pense aussi niveau sécurité, c'est beaucoup plus facile de laisser le lead à l'enfant que si nous, on vient et on Mmh, force un tout à peu fait. avec, des morceaux ou n'importe. Parce On que peut là, le risque bloquer, d'étouffement ouais. est plus grand, en fait. En fait, on peut bloquer déjà l'enfant au niveau alimentaire quand on force ou qu'on fait à sa place. Des fois, on se rend pas compte qu'en fait, c'est pas agréable pour lui ou que c'est pas adapté et en fait, ben, ça peut bloquer. L'enfant peut après vraiment se fermer la bouche, ne plus vouloir manger pendant parfois plusieurs semaines et en plus, quand on fait, on met jamais au bon endroit. Donc que ce soit les purées dans la bouche, les Mmh. morceaux, tout ça, on va pas faire comme il faut et c'est pas adapté pour l'enfant. Donc vraiment, il faut laisser faire l'enfant. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange
Je viens Avec déjà à plaisir. la conclusion. Du coup, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci à Julie pour ses précieux conseils et pour ce moment de partage. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à nous dire ce que tu en as pensé ou à partager avec d'autres mamans qui pourraient en avoir besoin. Toutes les infos de Julie sont disponibles en barre d'infos. Je refais. Toutes les infos de Julie sont disponibles en barre d'infos, alors n'hésite pas à y jeter un œil. Je te donne un rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Douceur de maman. Prends bien soin de toi. Voilà. Super. Je vais juste arrêter l'enregistrement, mais on doit encore rester connecté le temps du téléversement.